et puis d'avoir allumé leur caméra et d'être meilleur élève que moi. Donc, je vais, comme Julien tout à l'heure, je vais peut-être vous laisser chacun vous présenter vraiment en quelques secondes à la fois sur pour quelle entité ou entreprise vous travaillez et puis votre fonction, et puis on démarrera cette table ronde. Vanessa. Oui, donc Vanessa Duquesnoy, donc je travaille au sein du groupe Dimo Software, éditeur intégrateur de solutions logicielles et notamment de la solution Nautilus, solution de mobility management, qui est adaptée aux besoins des entités tant du secteur privé que public, d'où ma présence aujourd'hui, donc notamment pour tout ce qui est gestion des déplacements professionnels. Merci Vincent. Oui, bonjour Vincent Zaldivar, je suis le directeur du développement et des opérations chez CDS Group. CDS Group est une plateforme de réservation hôtelière B2B, en fait, française et indépendante, et on fête notre 20e anniversaire cette année. Merci Vincent. Rémi était sur la table précédente, mais peut-être rapidement. Donc, toujours responsable des achats, de la centrale d'achat de Lucans. Donc, tu travailles avec Ibrahim Diané. Bonjour Ibrahim Diané, acheteur au sein de Lucans, la centrale d'achat de la sécurité sociale. Merci Franck. Et Franck Giraud, donc directeur des marchés publics et nouvelles mobilités chez Enterprise, qui est le premier opérateur mondial en location de véhicules, avec plus de 2 millions de véhicules en position. Merci Franck. Élodie. Oui, bonjour, Élodie Akmeyer-Onzien. Donc, moi, je suis chef de projet achat à l'UGAP, notamment sur l'offre Travel. Merci Antoine. Antoine, ton micro. Antoine Grebeau, bonjour à tous. Donc, je suis responsable du développement commercial pour Ailleurs Business, qui est une TMC, agence de voyage, basée sur Lyon. Mathieu. Bonjour à tous, donc je suis Mathieu Ken, directeur commercial France chez Genji, qui est un éditeur français, un éditeur de logiciels en mode SaaS sur la gestion des déplacements professionnels. Et Julien Chambert, donc Julien qui était animateur sur la table ronde précédente, administrateur de l'APK. Et je suis aussi donc le associé fondateur de CBT Conseil, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la mobilité professionnelle, autant sur la partie achat stratégie que sur la partie implémentation de solutions et gestion de flotte de véhicules. Merci Julien. Donc on va aborder le premier thème. Je vais me tourner vers Vincent. Vincent, en fait, lors des différentes périodes de 2020, donc on va revenir un peu en arrière. D'abord un confinement, puis une reprise d'activité progressive. Il y a eu une baisse très très forte des déplacements, qui est d'ailleurs toujours le cas. Comment votre relation et votre mode de fonctionnement avec vos clients, entités publiques ou privées, a-t-il été impacté? Alors oui, je vous confirme que le chiffre d'affaires a été à l'arrêt, mais en fait, l'activité opérationnelle a été quand même doublement ou triplement impactée, en fait, puisque dans un premier temps, il a fallu qu'on réponde à beaucoup de sollicitations en termes d'annulation, de modification, de remboursement. Il a fallu aussi qu'on assume les paiements et les règlements de nos fournisseurs ou de nos clients agences de voyage. Dans un second temps ou dans le même temps, j'ai envie de dire aussi, il y a eu beaucoup de communication croisée et de paramétrage des outils, en fait, puisqu'il a fallu adapter assez rapidement pour certains clients que nous avons de catégorie essentielle, en fait, pas mal de choses, en fait. Donc, j'ai envie de dire, le premier point, ça a été une communication accrue avec les acheteurs et les interlocuteurs dans les organisations. On a aussi beaucoup échangé avec les distributeurs, agences de voyage, avec parfois des situations hétérogènes en termes de disponibilité, d'engagement ou d'agilité. Côté hôtel, il a fallu compléter tous nos processus de sécurisation, en fait, parce que certains hôtels étaient confrontés à parfois des arbitrages au sujet de fermeture, ouverture inopinée, donc c'était pas toujours facile à gérer. Donc on a vraiment, je dirais, mis l'accent sur la sécurisation pour nos voyageurs. Et puis, il y a eu aussi assez rapidement des besoins d'évolution en fait en termes d'offres, puisqu'on a constaté que post-confinement, les demandes de séjour ont été plus longues
puisqu'il n'y avait plus de transport ferroviaire ou aérien, souvent, effectivement, les voyageurs ont pris leur voiture et ont plutôt fait des séjours de 2 à 3 jours. Donc, on a eu cette demande de séjours plus longs. On a constaté aussi beaucoup de demandes en termes d'hébergement de type résidence hôtelière avec le besoin d'une cuisine ou d'un bureau pour travailler en qualité home office. Parfois aussi, il a fallu adapter des demandes d'hébergement en journée, on va dire hôtel office ou appartement office qui nécessitent des équipements spécifiques. Et puis, évidemment, il a fallu adapter très rapidement les règles et les protocoles sanitaires. Donc, CDS a mis en place un indice sanitaire dès l'été 2020. Voilà. Alors, par voie de conséquence, moi, j'ai envie de dire la nécessité d'adapter la politique voyage qui était définie pré-Covid était assez évidente, mais ça impliquait aussi des paramétrages dans les systèmes informatiques et des différents outils. Donc, encore une fois, il a fallu vraiment communiquer très régulièrement avec les acheteurs pour clarifier les besoins et être opérationnel. Merci. Je vais me tourner vers Ibrahim. Donc, Kans, donc vous êtes centrale d'achat pour les caisses d'assurance nationale de la sécurité sociale. J'imagine que vous avez également dû vous adapter assez vite. Et donc, finalement, vous, en tant qu'acheteur, comment vous avez réagi sur ces différentes périodes? Alors oui, d'une manière générale, il a fallu s'adapter assez rapidement. Alors dans un premier temps, les acheteurs de Lucans ont contacté leurs fournisseurs afin de pouvoir identifier tout ce qui était proposé en matière de plan de continuité d'activité. Donc, à la suite de cela, tous les plans de continuité d'activité des fournisseurs ont été recensés, puis ont été transmis justement aux organismes locaux et nationaux de la sécurité sociale afin de leur apporter un peu de visibilité sur ce qui est aujourd'hui porté par les fournisseurs durant cette crise sanitaire. En parallèle, on a eu aussi un certain nombre d'organismes locaux qui ont remonté de demandes de frais d'annulation, notamment sur l'aérien, sur d'autres choses. Et donc, ce qu'il a fallu faire, c'est que ces demandes ont été transmises à notre agence de voyage, qui, elle, étant tributaire des prestataires du voyage, a fait le nécessaire pour gérer l'ensemble de ces demandes. Mais suite à cela, on a eu quand même un certain nombre de frais inattendus, comme des frais d'annulation qui nous ont été facturés. Et donc, il a fallu très rapidement mettre en place un certain nombre d'avenants contractuels. Donc, voilà globalement ce qui a été mis en place par Lucans et son fournisseur. Merci Ibrahim. Donc vous, Élodie, l'UCAP, vous êtes également centrale d'achat, mais vous vous adressez à l'ensemble des entités publiques et donc vous êtes un intermédiaire entre les deux. Comment avez-vous réagi et géré la relation avec votre agence de voyage, justement? Alors nous, on a la chance dans notre fonctionnement habituel d'avoir prévu des points bi-hebdomadaires avec notre titulaire sur l'agence de voyage. Donc, ces points ont été maintenus. C'est des éléments de suivi, de pilotage qui sont contractuels et qui sont habituels. Donc, on a maintenu ces points pendant toute la période de confinement et ça nous a permis de pouvoir traiter un peu tous les sujets de comment on communique auprès de nos bénéficiaires, quelles informations ils ont besoin, à quel moment, comment échanger également sur ce que traversait l'agence de voyage, notamment au niveau des chômages partiels ou de la présence différente des account managers. Donc, on a utilisé en fait ces réunions qu'on avait déjà pour pouvoir travailler avec l'agence sur communiquer et puis traiter certains sujets qui sont apparus comme le rapatriement sur des... On a été plutôt dans le partage et dans la réflexion commune avec notre agence de voyage sur comment faire, comment communiquer et comment avancer ensemble pendant cette période. Merci Élodie. Alors justement, derrière la baisse de l'activité
de déplacement, mais en même temps une hausse du besoin ou de sollicitation auquel il faut répondre. Je vais me tourner vers vous, Antoine. Donc, Antoine de Higher Business, quel a été l'impact de la situation sur votre capacité justement à maintenir un niveau de service, donc négocier au départ dans les marchés, et comment, enfin négocier ou imposer dans les marchés, et comment vous êtes-vous organisé pour y faire face? Oui, effectivement, il y a eu un impact fort, hein. Enfin, clairement, pour reprendre ce que disait Vincent Zaldívar tout à l'heure, on a été impacté de plein fouet. On a une chute d'activité de plus de 70% quasiment du jour au lendemain. Donc, il a fallu l'anticiper, il a fallu gérer les annulations, les modifications, les rapatriements, ce qui était nécessaire dans la continuité de service de nos clients marché public. Et ensuite, on est passé très vite dans une phase d'organisation qui nous a mené sur notamment du chômage partiel sur une partie de nos équipes, ce qui nous a également mené sur du travail à distance, quelque chose qui n'était pas, on va dire, harmonisé ou en tout cas assez récurrent en termes de pratique de travail. Donc, ça a été un élément important à mettre en place. Il y a eu également des plages horaires qui ont été réduites, en tout cas redimensionnées au regard du nombre de ressources qui étaient à notre disposition pour servir nos clients. Donc ça, c'est le premier point de base. Le deuxième point de base, c'est que finalement, les personnes qui continuaient à se déplacer avaient de plus en plus de demandes et de questions particulières sur les zones à destination. Est-ce que je vais être soumis à une période de quarantaine? Comment se passe mon déplacement? Comment mon hôtel est en capacité de m'accueillir en respectant les normes sanitaires en l'occurrence qui n'étaient pas organisées, régentées, certifiées par un organisme ou par l'État. Donc, on était vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. Donc, même les réservations, même l'accompagnement des voyageurs était beaucoup plus long en termes de traitement. Donc, en fait, on avait une inégalité structurelle entre moins de volume, moins de ressources, et plus de temps passé sur les dossiers. Donc, ça a été un élément à prendre en compte pour effectivement, comme tu disais Xavier, garantir et respecter les temps d'engagement, enfin les temps de réponse, pardon, liés à notre plan de continuité d'activité et nos SLA, donc Service Level Agreement, qui nous imposent de répondre en temps et en heure à des devis, à des émissions, etc. Le dernier point également sur lequel on est intervenu, qui a rallongé aussi les délais de traitement, c'était le fait de stopper les émissions automatiques sur les outils de réservation. Aujourd'hui, comme vous savez, quand vous réservez sur un outil de réservation, quel qu'il soit, il y a une automatisation quasi complète entre la réservation et la facturation. On a stoppé cette automatisation pour imposer un droit de regard sur ce qui était réservé par les voyageurs sur un outil de réservation, pour être une sorte de garde-fou sur les prestations qui étaient réservées pour ne pas exposer les voyageurs de nos clients. Donc, ça aussi a participé à cette montée en charge et cette charge de travail à réaliser. Donc, on a très vite également pris contact avec nos clients pour leur présenter la situation, la criticité de cette situation et pour pouvoir renégocier notre niveau d'engagement et notre temps de réponse pour qu'on puisse avoir une soupape de gestion de ces nouveaux dossiers, de traiter correctement ces dossiers. Donc, on a eu ces phases de discussion et de négociation qui ont plutôt été bien perçues parce qu'ils étaient en anticipation des problématiques pour, encore une fois, redéfinir ce qui était une urgence pour chacun des clients et redéfinir un cadre d'intervention de l'agence. Merci Antoine. Alors vous avez parlé de PCA, hein, le plan de continuité d'activité. Donc c'est quelque chose dont on parle quand ça va mal, alors que c'est quelque chose que normalement on prépare quand ça va bien. Donc là je vais me tourner vers Julien, CBT Conseil. Donc Julien, selon vous, en fait justement comment doit-on ou devrait-on se pencher sur cette question dès le début de la préparation d'un marché pour un acheteur public? Et justement, vous le disiez très bien, le plan de continuité d'activité, quand on commence à essayer de l'activer quand tout va mal, s'il n'a pas été pensé avant, ça va être clairement compliqué. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, ça va être d'aller challenger ou d'aller questionner en tout cas les opérateurs économiques très en amont du marché. C'est-à-dire que quand on trouve que c'est un marché qui a une criticité, qui présente une criticité forte, on va aller l'intégrer dans les démarches et on va aller échanger avec les différents opérateurs économiques
sur une liste d'items. On ne va pas forcément aller auditer le plan de continuité d'activité, mais on va aller poser la question de l'ensemble des items qu'il regroupe, comment ils ont été pensés, quelles sont les procédures de test, par exemple. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on parle d'une pandémie mondiale et de quelque chose d'extrêmement grave, mais on l'a encore vu la semaine dernière, les serveurs d'Orange, d'OVH, pardon, qui prennent feu, c'est potentiellement des services opérationnels et notamment sur les agences de voyage, ça peut être un call center qui est plus disponible. Et donc, il y a quand même une marge entre une crise mondiale et puis un problème qui est lié à un intervenant extérieur, des travaux sur la voirie qui vont aller couper une section de câble Internet. Ça, c'est des choses, si ça n'a pas été pensé en amont, ça veut dire que le service va être dégradé, détérioré pendant un moment. Et donc, au niveau de l'opération, ça va être plus compliqué. Donc, on va l'intégrer en amont en posant des questions et on a regardé la liste des items et essayer de comprendre la logique. On ne va pas forcément l'auditer systématiquement, mais on va aller comprendre la logique. Si on voit que les gens sont capables assez facilement de répondre et de le présenter, c'est qu'il y a eu du travail de fait en amont. Et ça peut parfois suffire. Après, si c'est un marché qui est extrêmement critique, dans ce cas-là, il faudrait aller l'auditer. C'est ce que nous, on a eu. Alors, on a eu en tant que fournisseur et on a fait en tant que cabinet de conseil pour aller regarder les procédures opérationnelles des agences de voyage, les services, les supports, comment c'était organisé en cas de problème et surtout comment ils le testent réellement. Merci Julien. Donc, je vais revenir vers Élodie, puisque vous aviez intégré des dispositions spécifiques sur les risques et sur les plans de continuité dès 2017. Donc, est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous votre expérience sur le sujet? Oui, tout à fait. Nous, dans l'ensemble des marchés de services, c'est quelque chose qui est déjà prévu depuis un certain temps, en fait, d'avoir une clause pour intégrer le plan de continuité d'activité et de service. Comme on est une centrale d'achat, on fait de la revente et donc c'est important d'avoir le maintien de l'activité. Donc, c'est déjà quelque chose qui était présent dans l'ensemble de nos marchés. On a également un pilotage assez fin et on accompagne l'ensemble de nos fournisseurs. On est vraiment sur du partenariat. Donc, tous ces aspects permettent qu'on a pu assez rapidement traiter les situations, communiquer avec nos titulaires sur la situation chez eux, mais également les informer sur comment ça se passait au niveau de l'UGAP et aussi au niveau de notre PCA, si on avait pu, nous ou pas, également le mettre en place. Donc, on a la chance à l'UGAP de ne pas avoir eu de baisse d'activité, donc d'avoir pu vraiment avoir un rôle d'accompagnant avec nos titulaires pour pouvoir les aider par rapport à eux, leur phase de chômage partiel ou autre. Donc, nous, c'est déjà quelque chose de prévu et c'est surtout une clause sur laquelle on rediscute aussi avec nos titulaires pour l'adapter à chaque situation. Nous, pendant cette période, on a aussi souhaité remettre en avant l'agence de voyage sur son rôle de conseil et de sachant. Donc, on lui a laissé pas mal la main sur beaucoup d'actions à mettre en place auprès de nos bénéficiaires et on a été au niveau de l'UGAP en support, en soutien pour l'accompagner et pour l'aider s'il y avait besoin d'aide au niveau des effectifs ou autres pour mettre en place toutes ces actions. Merci Élodie. Donc, on va espérer que la situation finisse par s'arranger. Donc, on a actuellement une situation un peu intermédiaire dans laquelle certains marchés doivent être renouvelés ou vont bientôt devoir être renouvelés. Donc, effectivement, la question de la reconduction d'un marché est importante. Donc, je vais me tourner vers Ibrahim encore. Ibrahim, Oui, bonjour. Désolé. Dans cette période de crise, quelle est la visibilité que vous pouvez avoir sur le renouvellement de votre marché et notamment des volumétries que vous pouvez anticiper? D'accord. Alors, par rapport à la volumétrie, c'est vrai que nos chiffres, déjà, sur l'année 2020, ont été divisés par 4 par rapport à ceux de l'année 2019. Et là, je pense notamment au transport et à l'hébergement. Concernant le renouvellement du marché, au niveau de la sécurité sociale, nous, on a tendance à fonctionner en groupe de travail. Un groupe de travail qui est composé des représentants des caisses nationales. Et justement, l'objectif de ces groupes de travail, c'est vraiment de pouvoir échanger sur l'évolution des besoins, l'évolution des périmètres,
sur l'évolution aussi, par exemple, des nouvelles pratiques qui sont à prendre en compte pour le renouvellement de notre marché. Et actuellement, on se rapproche justement de nos organismes locaux afin de pouvoir identifier leur niveau de dépenses pour le prochain marché. Et on se pose également aussi un certain nombre de questions par rapport à la durée de notre marché, car initialement, on est sur un marché de 5 ans, mais habituellement, au sein de Lucans, on a l'habitude de faire des marchés de 2 ans, renouvelables 2 fois d'une année, ce qui nous permet en quelque sorte d'avoir une certaine souplesse sur l'évolution de nos besoins. Merci beaucoup, Ibrahim. Donc, on voit effectivement qu'il est important de repenser la manière dont on va fonctionner pour pouvoir orienter les prestataires. Alors, Élodie, je me retourne encore vers vous. Vous avez eu cette chance de devoir renouveler le marché en 2020, donc en pleine période Covid. Il était à renouveler sur cette année-là. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment vous avez fait en plein Covid pour préparer et renouveler votre marché? Alors, je tiens à préciser quand même qu'on l'avait lancé avant, mars 2020, et qu'au moment du premier confinement, on était en pleine analyse en fait, des candidatures. Donc voilà, un moment un peu particulier. On a tout simplement décidé de prendre le temps de bien revérifier tous les éléments auprès de chaque candidat. Donc, on les a appelés, on a vérifié qu'ils avaient toujours les moyens financiers, les effectifs, que leur offre pouvait toujours être maintenue ou non, s'il y avait des choses qu'il fallait revoir. Donc, on a vraiment pris le temps d'échanger avec chacun des candidats pour connaître leur situation. Ensuite, on s'est également, nous, reposé la question de revoir toutes nos estimations, aussi bien financières que pour chaque segment d'activité. Donc, on a la chance d'avoir des outils au niveau de notre carte logée, mais également au niveau de notre agence de voyage qui nous permettent d'avoir un pilotage fin et en temps réel. Donc, on a tout réajusté. On a pris le temps aussi d'échanger avec les candidats, mais aussi avec d'autres agences de voyage sur la veille qu'ils pouvaient avoir sur le marché, sur quel était l'impact de cette pandémie et sur quelle durée pouvait y avoir un retour à la normale. Donc, on a décidé, nous, au niveau de nos prévisions de chiffre d'affaires, d'avoir une dégradation sur les 4 ans à venir et de tout simplement reproposer à nos candidats les prix, si tout allait, la position de l'UGAP en termes de volume d'affaires, si tout allait bien, et dans la situation actuelle, on a vraiment tout remis à plat. Et puis ensuite, on a conservé ce que j'ai déjà expliqué, le fait d'avoir un pilotage fin et des points très réguliers avec le futur titulaire pour avancer. Après, il y a d'autres sujets qu'on traitera au cas par cas, notamment les avoirs Covid. Mais voilà, on a pris la meilleure solution, malgré la situation possible, de prendre le temps et de se poser avec les candidats. Merci Élodie. Donc Mathieu Kehen, vous êtes donc chez Genji, donc spécialisé dans la gestion des frais de déplacement et des ordres de mission. Alors selon vous, quels sont les éléments qu'il faut intégrer dans un nouveau marché qui concernerait votre activité? Merci Xavier pour cette question. Donc, effectivement, donc, je vais commencer par un constat. C'est vrai que la crise sanitaire que malheureusement nous vivons tous a mis en exergue au niveau professionnel des process qui étaient déjà jugés comme obsolètes et optimisables. Et donc, la gestion des frais de déplacement et des ordres de mission fait très souvent partie de ces process. C'est ce qu'on a pu constater. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce périmètre, il y a eu des évolutions technologiques et réglementaires considérables et qui ont été très, très récentes et qu'il est essentiel d'intégrer effectivement lors du renouvellement d'un marché, car pas forcément présent lors des marchés initiaux, voilà, parce que notamment la technologie n'était pas forcément là à ce moment-là. Et donc, parmi ces enjeux et paramètres à ajouter, il y a notamment l'intégration de solutions qui permettent de travailler à distance et qui intègrent la mobilité, notamment à partir d'applications web. Ça existait déjà, mais surtout à travers d'applications mobiles qui vont permettre l'acquisition de documents, qu'ils soient papier ou numériques. Le temps réel aussi, pour fluidifier le process de contrôle et de validation des équipes en back-office, avec un lissage finalement de la charge de travail, plutôt que d'avoir un pic d'activité en fin de mois, début de mois. L'intégration aussi de la suppression du papier, avec l'archivage numérique à valeur probante,
en respect avec la législation en vigueur qui date de mai 2019. C'est pour ça que je parlais d'intégration lors des renouvellements de marché. Voilà, la législation a évolué en mai 2019, donc c'est assez récent. Des solutions aussi qui permettent de s'intégrer à l'écosystème IT en place. Ça, c'est essentiel de pouvoir communiquer avec les outils déjà en place au sein des organisations. Et enfin, des reportings détaillés qui permettent d'analyser l'évolution en temps réel des budgets engagés et de pouvoir les adapter et les optimiser en fonction de la conjoncture et de la politique de dépenses interne des organisations. Merci Mathieu. Vanessa, vous êtes également éditeur de solutions sur ces sujets de mobilité. De la même manière, comment aujourd'hui vous permettez à vos clients de se positionner sur des besoins en fait, que pour l'instant ils ont du mal à définir? Alors, la partie que nos nouveaux clients ont eu le plus de mal à définir, on en parlait juste avant, c'est bien évidemment aussi la question des volumes et de l'engagement. On n'est pas sur un marché privé, on est sur un marché public, donc on ne peut pas se permettre de se tromper. On est vraiment sur une notion d'engagement de volumétrie à réaliser. Donc, on ne va pas se le cacher, on n'a pas de visibilité sur la reprise des déplacements professionnels. Donc, nous, par rapport à nos échanges, et je fais le lien aussi avec la table précédente, notamment les échanges étant facilités par le sourcing, on sait que les entités publiques, elles ont tendance à se baser sur des données 2019, voire années précédentes, pour avoir une idée de leur volumétrie sur ce type de solution. Nous, très clairement, chez Nautilus, on leur a conseillé de minimiser cette volumétrie et de pouvoir prévoir dans le marché la possibilité de réadapter le besoin en nombre de licences sur la base, par exemple, de grilles tarifaires qui intègrent des paliers d'utilisation. Et ces paliers d'utilisation, on peut ensuite les activer au fur et à mesure de la remontée de la volumétrie dans les quelques mois et années à venir. Donc après, chez Nautilus, on était plutôt bien armé pour ça, puisque nous, on est sur une base de licence au profil actif avec des tranches. Donc, on avait déjà le modèle économique qui s'adapte plutôt bien à ce type de structure tarifaire. Et globalement, on a toujours pris en compte des évolutions, puisque traditionnellement, on a des pics d'activité même sur les marchés publics. Donc, on a cette habitude de réajuster la volumétrie en cas de dépassement. Et dans tous les cas, lorsqu'on réajuste, et ce que l'on dit aussi, c'est que c'est transparent pour les utilisateurs. Un utilisateur, quand l'activité reprend, il n'a pas à être bloqué dans une solution. Donc, on a vraiment cette souplesse technologique qui est offerte dans ce type de solution. Et par contre, en parallèle, on alerte nos correspondants dans les entités publiques quand il y a des dépassements. Et donc, cette manière de procéder, ça a été un bon moyen de rassurer nos nouveaux clients qui ont voulu démarrer sur ce type de solution en pleine situation Covid. Merci Vanessa. Donc effectivement, on aurait tous envie de pouvoir savoir comment ça va se passer. Quand on prépare un marché, on voudrait pouvoir vraiment de manière précise dimensionner les besoins. Et on voit qu'en fait, le sujet, c'est d'abord trouver des moyens d'être beaucoup plus flexible. Donc Julien, vous pouvez peut-être nous éclairer sur comment on peut adapter une politique de mobilité en y intégrant davantage de flexibilité. Effectivement, alors en temps réel, c'est déjà compliqué de savoir un petit peu sur quoi on s'engage avec un marché public sur des questions comme ça, mais là en ce moment c'est encore plus dur et on manque de visibilité. Un des gros leviers d'optimisation, c'était les délais d'anticipation entre le moment de la commande et le moment du départ. Là, ils sont encore plus réduits. Et en parallèle, dès qu'on va avoir des voyageurs qui se déplacent, on va avoir encore plus besoin de les suivre et de pouvoir quand même faire preuve de flexibilité. Donc, un des gros moyens, ça va être d'utiliser la data. On le voyait, on a deux éditeurs qui viennent de prendre la parole juste avant. Il y a de plus en plus de données disponibles, que ce soit les agences de voyage, que ce soit les éditeurs de solutions. Et là, l'idée, ça va être de vraiment travailler sur cette data pour pouvoir mixer, pour analyser les comportements et les besoins et mixer derrière les différentes options.
Peut-être que dans sa politique, on avait plus de tarifs à contrainte. Et ben, là, demain, on va passer sur un peu plus de flexibilité pour s'assurer que même en cas d'annulation, ce serait toujours rentable. Mais peut-être que l'aller doit être fait avec un tarif flexible et puis le retour avec un tarif à contrainte, par exemple. Ça, c'est vraiment l'utilisation de la data et des comportements des voyageurs qui vont permettre de mieux comprendre comment on se déplace, pourquoi ils se déplacent. Parce qu'il faut aussi suivre quand même des points là, de sécurité qui sont encore plus importants qu'avant. Et le fait d'aller compiler sa data, de la consolider entre différentes sources, va permettre d'obtenir aussi cette information et donc va permettre d'être plus souple sur sa politique de mobilité. Si je n'ai pas de data, je suis obligé de prendre des décisions très abruptes et par exemple, comme on l'a vu chez certains clients, de complètement interdire les déplacements. Alors qu'avec de la data, je peux suivre les gens, je peux comprendre comment ils se déplacent et du coup, je peux activer aussi des leviers pour optimiser mon poste budgétaire. Merci Julien. Donc Vincent, CDS Group, plateforme de réservation. Vous aussi, vous avez des marchés qui doivent être renouvelés ou amendés. Et donc, quel est votre avis sur les éléments importants que vous aimeriez voir dans un marché? Ouais. Peut-être aussi revenir sur le contexte un peu macro où effectivement, je pense qu'il faut que il y ait un regard renforcé quand même sur la pérennité financière et la continuité de service globalement des différents prestataires, parce que c'est quand même un métier, le voyage d'affaires, qui est en pleine restructuration et qui est plutôt sinistré. Première chose. La deuxième chose, effectivement, on regarde notre activité, un besoin vraiment de réassurance en termes de mesures sanitaires qui sont mises en œuvre en fait sur les lieux d'hébergement. Donc forcément, il faut faire évoluer la politique voyage en y intégrant des exigences en la matière, en termes de règles, de protocoles et de certification. Et puis, il faut exprimer ces exigences aussi dans les conditions du marché d'un point de vue information et critères de sélection. Donc, nous, CDS, je l'ai dit précédemment, on a effectivement mis en place un indice Covid dès l'été 2020, mais il faut avoir un regard par rapport à ces normes sanitaires d'une manière générale. Également aussi intégrer les nouveaux besoins, puisqu'effectivement, c'est pas seulement une offre hôtelière, mais il peut y avoir aussi des offres avec des résidences hôtelières pour des séjours plus longs, avec la possibilité de cuisiner ou d'avoir un bureau et travailler donc à distance à qualité égale du home office. Et puis, sur la partie peut-être appel d'offres, souvent, les marchés publics font des appels d'offres agences de voyage qui incluent différentes activités, le transport ferroviaire, aérien, location de voitures et hôtels. Donc, peut-être repenser dans le cadre d'un appel d'offres agence de voyage la description du besoin en matière d'hébergement, ou peut-être en fonction des volumes, s'ils sont conséquents, envisager un appel d'offres pur hôtel. Voilà. Et puis là, on l'avait évoqué aussi au niveau des premières interventions. Je pense qu'il est important de rencontrer les différents acteurs en amont en termes de sourçage, en fait, pour bénéficier des retours et rédiger une expression de besoin le plus clairement possible pour qu'on puisse construire une offre adaptée, en fait, aux besoins. Merci Vincent. On va aborder maintenant un sujet sur la manière dont on consomme ou on use de la mobilité. Franck, chez Enterprise, vous travaillez sur le concept de mobilité à l'usage. Et puis la mobilité écologique. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement et à quels besoins cela répond-il? Alors, c'est vrai que c'est un très, très vaste sujet. Mais si je devais résumer, en fait, il faut que tous les acteurs s'occupent de ce sujet-là. Et la mobilité à l'usage, ça redéfinit en fait la place du véhicule et ça prend en compte les considérations écologiques. Donc, il y a, on va dire, grands piliers dans la mobilité qu'on pourrait appeler mobilité douce, qui sont l'usager, l'utilisateur, que ce soit une société ou que ce soit un particulier. C'est comment je me déplace facilement et quelles sont les offres de services. Il y a tous les fournisseurs qui doivent travailler ensemble, c'est-à-dire que c'est le transport public, mais également
les offreurs de micro-mobilité, les solutions de location de véhicules, d'autopartage, de VTC, de taxi. Il y a la technologie qui est très importante parce qu'il faut que ça soit simple pour l'utilisateur et puis que ça soit compréhensible, on va dire, sur le marché. Et puis enfin, il faut trouver le modèle économique pour que derrière, le système dure dans le temps et que tous les acteurs y trouvent leur compte. Mais Enterprise, vous êtes loueur de voitures, donc c'est de fournir du véhicule. Alors comment vous êtes inscrit dans cette logique d'évolution où finalement la voiture rejoint un ensemble de solutions, mais n'est pas au centre forcément de tous les sujets? Alors c'est vrai que nous, on travaille depuis toujours finalement sur la mobilité d'usage parce que nos véhicules qui sont en location courte et moyenne durée, c'est des locations qui sont partagées, on va dire, entre nos différents types de clientèle, qu'ils soient des particuliers, des entreprises, des collectivités. Donc on est déjà sur cette notion d'usage pour la location de véhicules, on va dire, courte durée. On complète en fait nos offres avec des solutions d'autopartage dédiées aux collectivités, aux entreprises, qui permettent d'avoir un logiciel de réservation et puis d'avoir la technologie embarquée sur le véhicule pour l'utilisation, que ce soit sur une heure, sur une journée. Et puis, on complète nos offres avec un service de covoiturage de navettes. Donc, on travaille sur tous ces nouveaux sujets de mobilité. Alors, là, actuellement, donc on voit que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et en train d'être réfléchi avec des nouvelles plateformes, des nouveaux hubs de mobilité. Donc, quels sont les grands projets qui vont émerger selon vous dans les années à venir et sous quelles conditions? Alors, il y a plusieurs grands projets. Donc, il y a déjà, en effet, vous le disiez, Xavier, à juste titre, les hubs de mobilité qui sont finalement des endroits où on peut trouver tous les opérateurs et puis avoir un accès facile aux services. Donc, que ce soit des trottinettes, des vélos et puis des véhicules en autopartage. Et on a aussi des systèmes qui se mettent en place et sur lesquels des collectivités travaillent, mais également les entreprises, ce qui sont des plateformes MaaS, donc ça veut dire Mobility as a Service. Donc, pour être en français, c'est de la mobilité servicielle. Et en fait, c'est des outils qui permettent d'avoir un ticketing direct avec tous les opérateurs et d'avoir accès à tous les services de mobilité au niveau surtout local, c'est-à-dire je suis dans ma ville ou je suis dans mon entreprise, j'ai besoin de me déplacer, quels sont les outils, quels sont les opérateurs que j'ai à proximité et lesquels je dois utiliser en priorité selon la politique de mon entreprise ou de ma collectivité. En fait, ce sont des solutions qui s'adressent autant à une collectivité qui s'adresse à ses citoyens sur un territoire qu'à un fonctionnement au sein d'une entreprise ou de son propre organisation, si je comprends bien. C'est très, très lié. En fait, il y a beaucoup d'ailleurs de collectivités qui travaillent avec les entreprises et les opérateurs locaux pour mettre en place des synergies, parce que la mobilité, elle concerne à la fois la politique des villes et puis la politique des entreprises. Donc derrière, il faut que les deux se rejoignent et travaillent ensemble. Merci Franck. Julien, on va dire quelques mots de la loi LOM, donc orientation de mobilité. Elle a maintenant un peu plus d'1 an. Selon vous, comment est-ce qu'elle va amener l'ensemble des acteurs à repenser cette mobilité? La loi LOM, donc c'est une loi qui a été effectivement promulguée décembre 2019. Elle partait d'un constat qui est de dire que la réalité et la politique de transport en France n'est plus adaptée aux besoins globalement des citoyens. Et donc elle va s'appuyer sur trois gros piliers. Il y a un premier pilier, c'est de l'investissement pour vraiment repenser. Donc ça, c'est les transports, gros investissements publics. Après, il y a une partie qui va être de faciliter et d'encourager le développement de nouvelles solutions pour se déplacer. C'est ce dont parlait Franck, entre autres, avec le MaaS et des plateformes multi-services. Et puis, un dernier principe qui est un principe important, qui va être d'engager en fait une transition vers une mobilité plus propre. Et c'est là-dessus que ça impacte essentiellement les donneurs d'ordre publics et entreprises privées d'ailleurs aussi, hein, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller formaliser une politique de mobilité au sein de son organisation et puis de la communiquer. On va par exemple avoir l'obligation de mettre en place un plan de développement, un plan de mobilité.
être capable d'expliquer comment les collaborateurs, les fonctionnaires peuvent se déplacer, soit pour venir à l'entreprise et comment ils peuvent se garer, comment ils peuvent accéder au site et notamment tout ce qui va être nouvelle mobilité. On parlait tout à l'heure de trottinettes, mais c'est de plus en plus le cas aussi avec les vélos. Il y a un système de primes d'ailleurs pour les particuliers. Alors c'est fonction des régions, c'est pas toujours pareil, mais sur l'Île-de-France par exemple, la région va aller aider les particuliers à aller acheter un vélo électrique pour pouvoir utiliser plus ce moyen de transport aussi pour se rendre sur son lieu de travail. Et puis, il y a un aspect qui va être extrêmement important, c'est qu'elle va aller obliger, là pour le coup c'est une obligation, elle va obliger les acteurs à aller intégrer la discussion du déplacement trajet domicile-travail dans les négociations salariales. Donc ça, c'est plutôt pour le privé, mais pour le public, c'est l'obligation de mettre en place un forfait de mobilité durable pour les grosses collectivités territoriales ou hospitalières, par exemple. Donc on voit qu'il y a un côté incitatif et puis il y a déjà d'enclencher un côté un caractère obligatoire, et c'est notamment le cas sur le forfait de mobilité durable. C'est un forfait sur lequel on a beaucoup travaillé au sein de CVT parce que c'est une façon d'aller aider les acteurs à déjà savoir qu'est-ce qu'on y met dedans, quels sont les moyens technologiques qui nous permettront aussi de l'exercer et de le rendre facile à utiliser. Et puis le dernier point, ça va être d'aider les entreprises à se préparer aux futures contraintes. La loi LOM, par exemple, aujourd'hui, c'est une incitation, mais avec l'obligation quand même de communiquer si on ne le fait pas, et notamment dans le rapport extra-financier. Elle va obliger, ou inciter dans un premier temps et demain obliger, à avoir un renouvellement de son parc de véhicules, de sa flotte de véhicules plus vert. Donc hybride rechargeable, totalement électrique, ou alors, bon, là c'est plus marginal, mais à hydrogène. Et ça, aujourd'hui, quand on va mener un achat, une politique d'achat, il va falloir en tenir compte parce que la façon d'acheter sa flotte de véhicules doit être pensée un peu différemment de ce qu'elle était faite il y a encore quelques années. Le dernier point, c'est que, Franck le soulignait aussi un petit peu, c'est que ça va de toute façon dans la tendance de ce que demandent les collaborateurs et notamment des générations plus jeunes qui veulent vraiment, pour lesquels finalement un véhicule de fonction, c'est peut-être plus autant un avantage que ça pouvait être comme ça pouvait être perçu il y a quelques années. Donc c'est une autre façon d'aller acheter sa flotte de véhicules et d'introduire ce forfait de mobilité durable, ça permet là aussi d'aller répondre à un besoin et d'engager une transition écologique. Merci Julien. Rémi Haas, donc responsable des achats à Lucans, donc vous n'avez pas attendu que ce soit obligatoire pour y penser. Quels sont les points actuellement plus particulièrement envisagés pour une évolution à moyen long terme de vos pratiques en termes de mobilité? Il y aurait 3 points, 2 réflexions et puis un point de situation. Donc la première réflexion, c'est suite à la pandémie et le sourcing qu'on vient de mener par rapport au renouvellement de notre marché de mobilité, hébergement voyage. Et il en sort clairement qu'on souhaite tendre vers une digitalisation de bout à bout. Donc ça va de l'ordre de mission et les réservations hôtels ou transport, réservation de voiture, jusqu'à la solde des notes de frais. Or, pour l'intégration des ordres de mission et des notes de frais, cela demande une certaine maturité. Donc, on a fait un benchmark par rapport à une branche chez nous, qui est la branche retraite, qui a mis en place cette solution, ce process. Et cela montre que ça demande un certain temps et ça se met en place progressivement. Donc, et en plus, il faut impérativement un accompagnement à la conduite du changement. Donc, aujourd'hui, cette réflexion est en cours, mais on ne pourra pas l'intégrer directement là dans le marché qu'on va lancer très prochainement. J'ai perdu ta voix. Rémi. Ah, je recommence. Hein. Pas depuis le début. Hein.
Non, je disais, j'ai 3 points, 2 réflexions et un point de situation. Donc, la première réflexion, c'est suite à la pandémie et au sourcing qu'on vient de mener. Celle-là, c'est bon, je pense que tu avais eu le temps de finir, tu étais en train de la finir, donc tu peux aller sur le… On en était à l'accompagnement du changement, je crois, la nécessité d'accompagner le changement. Donc, vous m'avez entendu finalement. Oui. D'accord. Donc, il y a l'accompagnement du changement et donc, du coup, on ne va pas l'intégrer directement dans le nouveau marché qu'on va lancer là très prochainement, mais ça sera une réflexion à part qui sera menée par les différentes branches et selon la maturité de chacun. Alors, soit on va mettre en marché en parallèle d'ici 2 ans, ou alors on va vraiment attendre le renouvellement d'ici 4 ans pour mettre en place la solution. La deuxième réflexion porte sur… actuellement, on avait un marché de mobilité partagée qui a connu un succès un peu mitigé avec l'évolution sur les 4 dernières années dans le secteur. Le marché il portait donc sur la gestion de la flotte auto, mais aussi sur le covoiturage proprement dit. Et donc, dans ce cadre, on va lancer une enquête auprès de nos organismes locaux afin de bien cerner le besoin local, mais aussi faire un benchmark auprès de nos amis UGAP, CEREMA et DAE afin de connaître les nouvelles gestions de mobilité et sur la mutualisation et l'autopartage. Il y a des pistes qui commencent à émerger, c'est pourquoi ne pas se rapprocher des collectivités locales ou encore des partenariats avec des sociétés privées. Ceci dans des régions, pour la mutualisation des flottes auto, ceci dans les régions peu denses. Par contre, dans les régions qui sont un peu plus denses, il y a des solutions qui existent. Vous avez Covivo, Westgo, Covoiturage Grand Lyon, où c'est déjà mis en place, où il y a des solutions qui existent. Mais donc, relancer un marché national, ce n'est peut-être pas une solution. Merci Rémi. Il nous reste 8 minutes, enfin 10 minutes maxi. Vanessa, donc on revient vers vous. Vous avez pu constater que le Covid avait été aussi une opportunité, hein, donc on l'a redit tout à l'heure, pour certains de repenser la dématérialisation des processus, des gestions de déplacement. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à nous apporter ? Oui, effectivement, pour nous, la situation a représenté une opportunité parce que ça a été l'occasion pour les entités publiques de se pencher sur la dématérialisation de leurs processus, comme ça a été expliqué juste avant. Et le fait d'être en télétravail, ça a montré ses limites pour les entités publiques qui avaient des processus encore manuels, notamment lorsqu'elles devaient valider des ordres de mission ou des notes de frais, et qu'elles devaient revenir au bureau pour aller signer des formulaires papier dans des parapheurs. Donc très vite, le fait de gérer ces processus de manière digitalisée à distance s'est imposé comme une nécessité. On a donc dans ce cadre-là équipé de nouveaux clients. Et donc ce tout premier besoin, c'était surtout lié à dématérialiser des circuits de validation, des ordres de mission et notes de frais. Mais en parallèle, on a eu un besoin combiné pour certains de nos clients, c'est-à-dire que nos clients, de par la situation, ont voulu savoir et utiliser notamment Nautilus, donc un logiciel, ils ont voulu savoir facilement et en temps réel qui était en déplacement et où, pour être en mesure d'informer les collaborateurs qui se déplaçaient d'un éventuel risque spécifique lors du déplacement et de pouvoir de cette manière-là, les contacter. Donc c'est le fameux duty of care ou le devoir de vigilance en bon français, dont on entend fréquemment parler. Dans ce contexte, on a eu des projets de connecter toute la partie ordre de mission avec l'organisation proprement parler du déplacement, donc des voyages, à travers Nautilus. Donc on a mené des projets de connexion, soit avec les agences de voyage ou soit avec des fournisseurs de services voyage en direct. Et enfin, petite anecdote, on a vu aussi l'émergence des nouveaux besoins
qui ont impliqué en fait le fait de pouvoir gérer des nouvelles demandes à travers des paramétrages dans Nautilus pour permettre le suivi de l'utilisation de ces nouveaux usages. Et par exemple, on nous a demandé de pouvoir suivre tous les déplacements qui donnaient lieu à un covoiturage, ou notamment on nous a demandé de pouvoir paramétrer une nature de frais qui était l'indemnité kilométrique vélo. Donc on voit vraiment que le marché évolue, les usages évoluent, donc les solutions derrière, elles suivent ces évolutions. Merci Vanessa. Mathieu, vous avez aussi constaté une évolution dans les pratiques et qu'est-ce que vous pouvez nous compléter par rapport à ce que vient de dire Vanessa? Bah, nous, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'au-delà de l'acquisition d'une solution de gestion des frais de déplacement et des ordres de mission, en fait, les incertitudes liées à cette crise a généré un besoin de flexibilité et de réactivité. Et pour cela, il est essentiel de disposer de reporting détaillés, hein, basés sur notamment la donnée en fonction des métriques importantes propres à chaque organisation. Ce qui permet ainsi d'analyser plus finement et plus rapidement des pratiques individuelles et les impacts sur la politique de voyage, et notamment contrôler les budgets, la possibilité aussi d'adapter sa politique de voyage très rapidement à des niveaux plus fins jusqu'aux collaborateurs, et ainsi trouver des solutions d'optimisation personnalisées et personnalisables. Par exemple, je peux constater que mes collaborateurs qui prennent régulièrement le train, il serait peut-être intelligent de leur prendre des cartes grands voyageurs, par exemple. Et puis, être en capacité aussi de réagir et de réadapter sa politique de dépenses en temps réel en fonction des comportements. Et enfin, c'est intégrer ce pilotage aussi dans les pratiques achats en s'appuyant sur des outils qui permettent l'aide à la décision. Et tout cela est d'autant plus important quand on est dans des organisations décentralisées avec une vision globale au niveau du siège sur les dépenses de l'ensemble des établissements. Merci Antoine Grebeau. Un petit peu même question, hein, chez vous, chez Ailleurs Business, quels sont les éléments que vous pourriez voir intégrés à court moyen terme dans des futurs marchés, donc sur une vision un peu plus prospective? Oui, bien sûr. À mon sens, il y a effectivement plusieurs choses. On l'a abordé, Rémi-As l'a abordé sur l'aspect digitalisation des ordres de mission, du travel et de l'expense. Donc ça, c'est un sujet très clairement d'actualité, notamment au niveau des marchés publics. Donc il y a un sujet de digitalisation, puis il y a un sujet aussi d'organisation et d'interconnexion des différents modules. Ça, c'est quelque chose qu'on reçoit en termes de consultation où la TMC, l'agence de voyage, doit s'intégrer dans un module OM Travel et Expense. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est plutôt l'éco-responsabilité, la notion de RSE, qu'on voit de plus en plus dans les consultations depuis une année environ. Donc après, à mon sens, il faut encore l'organiser. Parce qu'on lance aujourd'hui, où on reçoit dans un cahier des charges 2-3 paragraphes sur la RSE, on la note sur 5, histoire de dire, mais concrètement, aujourd'hui, il y a une immaturité sur ces attentes RSE, à mon sens, sur plusieurs points. Il y a déjà, qu'est-ce qu'on attend d'une agence de voyage en termes de RSE? Donc, quel est son engagement en tant que fournisseur en la matière? Donc, c'est ce qui a été mis en place au sein de l'entreprise, en tout cas de l'agence, et en interne. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment, en tant qu'agence de voyage, on peut faire pression ou intervenir ou faire preuve de lobbying auprès des fournisseurs primaires comme Enterprise pour des flottes de véhicules plus vertes, hein, donc en corrélation avec tout l'aspect légal. Comment on peut s'associer en partenariat avec des agrégateurs hôteliers type CDS pour faire avancer la notion de label éco-responsable lié aux hôtels. Comment on va également calculer la consommation carbone, comment se base cette notion de calcul sur des notions communiquées par l'ADEME. Et il y a ensuite tout l'aspect, comment on va le matérialiser dans une relation durant un marché. Donc, c'est comment on va pouvoir le retranscrire dans un outil de réservation, comment on va pouvoir extraire cette notion notamment de consommation carbone dans des reportings. Donc, ça sont des éléments également importants.
Et pour rejoindre également ce que disait Julien Chambert sur cette notion de mobilité au sens large, on ne va pas se le cacher, hein, sur la partie déplacement pro et en agence de voyage, on est globalement sur les coûts indirects, les plus gros consommateurs de CO2. Hein. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous prenez la voiture, vous consommez des nuitées hôtels. Il y a une forte consommation de kilos CO2. Donc, c'est comment on va pouvoir créer une transformation à ce niveau-là et l'intégrer dans une notion de mobilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de point à point, c'est-à-dire que je pars d'une gare pour aller à une autre gare, je pars d'un aéroport pour aller à une gare, etc. Mais c'est comment aujourd'hui on va pouvoir penser les premiers kilomètres et les derniers kilomètres d'un déplacement professionnel. Et à mon sens, ça c'est un sujet que doit adresser l'agence de voyage et que l'établissement public doit intégrer dans sa réflexion et sa politique de déplacement et de mobilité. C'est parce que finalement, je vous prends un exemple tout bête. Moi, je suis à Lyon, je pars chez moi pour aller à la gare de Lyon-Pardieu, je vais consommer en voiture, je vais consommer plus de carbone, plus de CO2 que le fait d'aller à Paris en TGV. Même principe. Je suis désolé Antoine, je vais vous couper parce que j'ai une toute dernière question, mais très très vite pour Élodie. Donc le sujet est dense et on est en train de dépasser l'horaire. Il est 11h30, on devait terminer à 11h30. Élodie, une dernière question. Vous avez 2 minutes pour parler un peu de comment vous, dans une perspective sur ces changements, vous pensez qu'on va passer d'un encadrement d'une dépense à l'utilité du déplacement et comment vous percevez l'évolution des réflexions sur les politiques mobilité et travail à distance. Je vais essayer de répondre vite. Il y a déjà beaucoup de choses effectivement qui ont été dites par les autres participants, notamment sur le fait qu'il y avait vraiment une notion de repenser la pratique, mais comme l'a pu le dire notamment du côté de Nautilus, toutes les entités publiques ne sont pas au même niveau sur cette réflexion et sur la maturité de cette réflexion. Ce qui est important surtout de dire, c'est que cette réflexion, elle ne dépend pas de la taille de l'entité publique, de son volume ou de son budget associé au voyage d'affaires, mais que c'est vraiment une réflexion, à mon avis, beaucoup plus transverse sur vraiment comment on gère le déplacement professionnel, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée, comment on positionne le curseur et surtout comment se positionne aussi l'entité publique dans sa réflexion sur sa mobilité, sa politique de télétravail, sa notion au niveau DSI aussi de ce qui est accessible, pas accessible pour télétravailler. Donc, c'est vraiment une réflexion globale qui, je pense, va être menée dans les années à venir et qui va aussi se rencontrer l'évolution de l'agence de voyage qui est également en train d'être mise en place. Et donc, l'ensemble de ces éléments vont faire qu'à mon avis, on va avoir une nouvelle réflexion sur la mobilité, sur le rôle de l'agence de voyage aussi dans cette mobilité. Alors, merci à tous de votre participation. On a 2